Pour moi, c'est incroyablement... Bon, ça commence. Bonjour mes amis, nous sommes à nouveau ici ensemble pour un nouveau live, cette fois-ci avec Olivier Marcello, un ami de Sommet la Caution. Bonjour Olivier. Bonjour Anna, ravi d'être là, merci de nous accueillir. Et un nouveau invité, Marc Boucher de Lignon. J'ai bien dit ton nom de famille? Oui, c'est bien dit. Tu as parfaitement prononcé mon nom de famille. Anna, bonsoir, bonjour. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Ok, et comme à chaque fois, mes chers amis, attendez-moi juste une seconde pour vérifier que nous sommes en direct, qu'on nous voit et qu'on nous entend. Vous, chez vous, vous pouvez nous dire si, voilà, si tout va bien. Vous devez rafraîchir la page. Olivier, tu sais, vous avez Marc et Olivier que vous pouvez mettre le live sur votre page Facebook et que comme ça, c'est en direct aussi sur la page Facebook. Hein? Je ne sais pas si vous savez ça. Et comment on fait? Il faut aller sur le groupe Échange en Caution et partager le live. Mais bon, vous pouvez le faire après aussi. Hein? Ok, oui, on parle. Alors, ah oui, c'est bon. Il y a déjà plusieurs personnes qui sont en direct. Ok, bon. Ce soir, on va parler avec Olivier et Marc sur un nouveau livre qui vient de sortir. Je vous avoue, Olivier, c'est un ami, donc il me voit ses mails et tout. Voilà, il est là. Et ce titre m'a captivé, tout, alors que je reçois plein de propositions de livres et tout. Mais ça, il y a eu quelque chose que j'ai tout de suite appelé Olivier et lui ai dit, écoute, j'ai envie de parler de ça. Et c'est ces architectures invisibles qui nous gouvernent. Moi, ça me semble très d'actualité, même si je ne sais pas de quoi il s'agit. Je voulais connaître le contenu de ce livre avec les auditeurs. De quoi ça parle, ces architectures invisibles qui nous gouvernent? Mais je ne sais pas de quoi ça parle, mais j'ai l'impression que ça va avec l'actualité que nous vivons aujourd'hui. Hein? Je me trompe ou pas? Non, effectivement, Marc, je commence et tu pourras prendre le relais après. On a vraiment eu envie de le sortir très vite, ce livre. Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est en plein dans l'actualité. Parce que, en fait, on a découvert, Marc a pas mal d'informations et on a découvert que les causes réelles de ce qu'on vit aujourd'hui dans notre monde sont profondément ancrées, profondément enracinées. Quelque part, on pourrait parler d'inconscient collectif. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de croyances profondes qui font que on se retrouve dans un monde où on est en compétition, on est en lutte, on est encore, voilà, il faut manger l'autre, etc. Et en fait, on a voulu vraiment, par ce livre, apporter un éclairage, déjà montrer ces architectures et puis permettre aussi au lecteur de pouvoir voir quelles sont les architectures qui vont lui le conditionner, avoir un impact sur sa réalité, et puis aussi pouvoir les identifier et puis les modifier. Parce que c'est important aussi que ça participe vraiment à la transformation, comme on dit, passer du monde actuel qui est plutôt anthropique, on pourra en parler plus tard, à ce qu'on appelle, nous, l'holotropie, c'est-à-dire aller vers le tout. On pourrait parler on passe d'un développement personnel vers un développement collectif. Si je résume un peu, parce que je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, donc je vais vraiment tout de point. Alors, Marc, quelles sont ces architectures invisibles qui nous gouvernent? Alors, les architectures invisibles sont des postulats ou, en fait, des structures qu'on ne voit pas forcément, qu'on n'a pas conscience et qui conditionnent aussi bien la société, notre vie, notre éducation, notre manière de manger. Là, on vient de parler juste à l'instant d'une architecture invisible terrible dans notre société, le temps, par exemple. On n'en a jamais assez, alors qu'il ne change pour personne, puisqu'il est toujours le même pour tout le monde. Donc, c'est une architecture invisible qui, justement, nous conditionne. Vous savez qu'à la fin du mois, il y a des échéances, ça stresse beaucoup de monde. Si on changeait la structure invisible du temps, on s'apercevrait au fait que le temps est linéaire, donc il est fluide, et ça ne change pas plus au début du mois, au milieu du mois ou à la fin du mois. Pourquoi? Parce que l'énergie circule, l'air que nous respirons est toujours le même, etc. Donc, les architectures invisibles, c'est quelque chose qui a
une influence sur ce que nous sommes, sur ce que nous faisons, sur ce que le monde fait sur nous et ce que nous faisons sur le monde. Donc voilà. Et l'idée d'écrire le livre avec Olivier nous est venue. Alors, juste Marc, pour revenir, parce que je ne suis pas sûre de comprendre, donc ces architectures, c'est comme des croyances, que ce soit personnel ou collectif, que nous projetons sur le monde au niveau individuel et au niveau collectif, et du coup, nous voyons ce que nous croyons collectivement et personnellement. C'est ça? Si j'ai bien compris? Oui. Ça peut être des croyances, mais ça peut être aussi, je vais dire, des choses très matérielles. Par exemple, un bâtiment, on le démontre dans le livre, par exemple, avec une classe d'école. Les comportements des élèves ne sont pas les mêmes en fonction, en fait, de la manière dont on va faire la classe, dont on va les arranger dans la classe, etc. Et ça, ça ne change rien en fonction de la qualité du professeur, de la qualité de l'enseignement, etc. Par contre, si on change les architectures invisibles qui conditionnent cette classe, eh ben, on change, en fait, la structure sociale de la classe, on change les comportements des élèves, on change le niveau d'apprentissage. Et ça se fait, je vais dire, de manière, tout à fait consciente ou inconsciente, mais il se passe quelque chose dans la classe, voilà. Aussi bien, par exemple, que dans notre propre maison, les architectures invisibles qu'on a mis en place dans notre propre maison va conditionner le social, par exemple, dans la maison. Si vous mangez, par exemple, dans votre propre maison et que vous avez la télé qui est au centre de la pièce, elle est allumée pendant le repas, ça va conditionner les choses de manière différente que si vous n'avez pas de télévision. Et vous allez peut-être commencer à vous parler, à échanger, à connaître vos enfants, et peut-être vos enfants à vous connaître, etc. Et on voit ce genre d'architecture, et ce genre d'architecture, on en a plein. Donc, avec Olivier, on s'amuse à dire, ben, on est dans un bocal, donc qu'est-ce qu'il faut que nous fassions pour sortir du bocal? Et c'est le but du livre, en fait, c'est de sortir du bocal et de comprendre qu'on peut créer quelque chose de différent, des architectures non plus invisibles, mais visibles et conscientes, qui vont nous permettre de vivre de manière beaucoup plus heureuse, en fluidité avec la vie, avec ce que nous aspirons, parce qu'on est tout le temps en train de se battre contre quelque chose qui est à l'extérieur de nous, alors qu'on pourrait justement créer quelque chose de différent. Et on peut le faire individuellement, bien sûr, mais il est surtout important de le faire collectivement. Et là, je vais laisser la parole à Olivier. Olivier, merci Max. Voilà, je comprends maintenant qu'est-ce que ça veut dire les architectures invisibles. Wow. Alors, Olivier, merci, c'était très clair. Alors, Olivier, quel lien avec l'actualité, parce que ces architectures, elles sont toujours été là, depuis le début de l'humanité, depuis le début de l'univers, si on peut dire. Et quel lien vous faites avec l'actualité que nous vivons aujourd'hui? J'ai envie de dire déjà que nous, on parle vraiment d'une période charnière qui est le 15e, 16e siècle, quand la science et l'Église ont cessé de cohabiter ensemble. Donc, il y a vraiment une séparation entre la spiritualité et la science, on va dire. Et peu de temps après, on a eu Darwin avec c'est la loi du plus fort, etc. Et on pourrait dire que le monde d'aujourd'hui, c'est un monde, comme je disais tout à l'heure, on est en concurrence où c'est il faut gagner sa vie, il faut être plus fort que le concurrent, il faut racheter le concurrent. Et donc, il y a aussi une architecture très puissante. Là, je ne vais pas l'apprendre à qui que ce soit, c'est l'argent. Et donc, effectivement, cette réalité qu'on vit aujourd'hui, il y a ces raisons d'être qui sont plutôt de l'ordre égocentré et très tourné vers l'argent, le monde des finances, qui vont faire que, quelque part, l'individu n'a plus tellement sa place. L'individu n'est qu'un pion, un peu aux prises avec des flux qu'il dépasse. Et donc, l'idée, c'est de vraiment redonner sa place à l'individu pour justement qu'il puisse créer un monde tel qu'il souhaite. Et tant qu'il n'aura pas pu voir qu'est-ce qui se joue en dessous de tout ça, c'est impossible, parce qu'il va se battre contre un mur, il va se battre, il va essayer de changer un système ou changer des choses dans le système, mais le système est plus puissant que lui. J'ai traduit transurfing, on parle de balancier, il s'agit vraiment d'être capable de reconnaître le balancier, de
de créer autre chose, de sortir du balancier, de plus se laisser attraper par ces énergies, ces égrégores, pour pouvoir créer quelque chose de nouveau. Et le monde aujourd'hui, c'est un monde technogénétique de systèmes qui nous amène à vivre une vie déshumanisée quelque part. Mhm. Ok. Et dans le postulat du livre, j'essaie de le... Ouais, vous dites de passer de l'entropie à la... À l'holotropie. L'holotropie. Qu'est-ce que vous voulez dire avec ça, Marc? Alors, en fait, toute la science aujourd'hui a été basée sur l'entropie, donc c'est quelque part, c'est une architecture invisible qui conditionne en fait tout le mouvement de la science, toute la raison d'être de la science. On parlera des raisons d'être tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une raison d'être? Enfin, par rapport à l'entropie, c'est quelque chose qui ne conserve pas l'énergie. Donc, ça veut dire que, par exemple, un moteur, pour qu'il puisse fonctionner, il doit détruire pratiquement 99% d'énergie. Tout se perd, rien n'est connecté, alors que si on va vers l'holotropie, on peut trouver d'autres moyens, par exemple, de produire de l'énergie, de vivre de l'énergie. On le sait aujourd'hui, on est en train de découvrir ça. Il y a des chercheurs comme Nassim Haramein, par exemple, qui amènent des nouvelles conceptions, la physique quantique. Donc voilà. Donc l'entropie, en fait, c'est le monde déconnecté. Ça veut dire on doit faire la guerre pour être le plus fort, etc. C'est le darwinisme. On le voit aujourd'hui où ça a conduit à un monde en fait de chaos et un monde qui est en train de s'effriter. Donc les architectures invisibles, c'est aussi comme un vieux pull qu'on doit pouvoir détricoter pour pouvoir récupérer ce qui est récupérable et rétricoter un nouveau pull, par exemple. C'est ça aussi. Alors, qu'est-ce que c'est que l'holotropie? L'holotropie, c'est un mot que nous avons inventé. C'est un mot qu'Olivier a trouvé. Il s'est réveillé un jour la nuit et il a trouvé le mot. Donc, du coup, il a bien noté pour ne pas l'oublier. Et en fait, donc, qu'est-ce que c'est? Ça vient de holon. Donc, holon, qu'est-ce que c'est qu'un holon? Un holon, c'est une entité consciente, une personne consciente, mais aussi, ça peut être une cellule qui est consciente du tout et qui est connectée avec toutes les autres cellules. Ça veut dire que quoi qu'il se passe dans l'unité, donc dans le corps, par exemple, si c'est une cellule du corps, ben, la cellule est consciente de ce qu'elle est, de ce qu'elle fait, de ce qu'elle a à faire comme mission, de sa capacité, de ses talents, et elle est capable aussi de communiquer avec les autres pour se mettre en équilibre. Et ça, c'est vraiment, c'est ça l'holotropie, c'est se mettre en équilibre, se connecter aux autres pour pouvoir commencer à créer quelque chose de différent. Donc voilà, c'est ça. Ok. Il y a déjà des questions qui commencent à arriver, donc profitez, mes chers amis, de poser des questions parce qu'on va passer plus ou moins 40 minutes avec Olivier et Marc, et après c'est trop tard. Aussi, je vous invite à cliquer sur j'aime ou sur j'adore parce que le Facebook adore quand il y a beaucoup de clics et ça va faire que cette interview va être beaucoup plus vue que si on ne clique pas. Donc, aidez-nous, il y a déjà 100 personnes qui sont en direct, aidez-nous à faire beaucoup plus visible cet échange. Merci. Alors, il y a déjà des questions, je vais voir qui l'a posé. Attendez, juste une seconde. Voilà, quelqu'un qui dit, voilà, Baboon, il dit que si on parle de la matrice holographique. On pourrait imaginer une matrice qui fonctionne de la même manière. C'est-à-dire que nos pensées sont créatrices et ce que nous sommes, donc, est créateur à tous les niveaux. Donc, voilà. Mais ce que nous créons aussi dans la matière, c'est aussi, je veux dire, quelque chose qui est créé dans la matrice. Donc, voilà. C'est pour ça qu'on parle d'architecture invisible. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui sont visibles, il y en a qui sont invisibles. Donc, voilà. L'idée du livre, c'est de pouvoir agir justement sur la matrice en disant, OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir en fait de l'ancienne matrice ou l'ancienne création dans la matrice pour amener quelque chose de nouveau. Donc, voilà. Oui, et en même temps,
Je crois que je peux parler de ça avec vous. C'était un sujet que je voulais traiter avec quelqu'un, mais je vais profiter de le parler avec vous. C'est qu'il y avait beaucoup d'attentes, tout ça, pour le confinement, comme que quelque chose allait se passer. Et les gens, beaucoup de gens étaient dans l'illusion de croire qu'à la fin du confinement, on sortirait à un nouveau monde. Et je crois qu'il y a certaines personnes qui peuvent être déçues parce qu'ils ont l'impression que rien n'a changé en concret, même si je vois beaucoup de changements. Comment faire pour créer ce changement dans quelque chose qui est tellement énorme et que parfois on a l'impression que oui, des changements sont possibles, mais qui sont très séquencés et qui sont pas faciles. Vous voulez dire que le changement, déjà, ça part de soi. C'est-à-dire qu'on le dit dans le livre, il faut se débarrasser des faux pères ou des fausses mères. C'est pas parce qu'on élit une personne pour nous représenter ou pour qu'on fait confiance à un maître ou je sais pas quoi, que ce maître va faire changer notre réalité ou ce faux père. C'est vraiment, ça part de soi. Et ça part de soi, il ne s'agit pas de transformer l'intégralité du système d'un seul coup, ça sera impossible. Par contre, on peut, j'ai envie de dire, à chacun à notre niveau et autour de nous, créer quelque chose de nouveau. Et nous, notre idée, c'est de créer un lieu qui soit vraiment un village dans lequel on puisse vraiment mettre en place toutes ces techniques, les expérimenter, les développer, les enrichir et aussi les enseigner. Et qu'on puisse ensuite dupliquer ce genre de modèle, j'ai envie de dire, dans différents endroits, en France, à l'extérieur, en Europe, dans le monde entier. Et qu'à partir de ce moment-là, on puisse relier, parce que toute l'histoire de relier, on parle aussi de beaucoup de cercles. On n'est plus dans des oppositions, un gouvernant et des administrés, un enseignant et des apprenants, ou un manager et puis des collaborateurs. On est vraiment, au contraire, dans une circulation fluide. Il y a un flux d'énergie qui se transmet, qui circule vraiment. Et à partir du moment où on arrive à créer des endroits qui vont être d'une certaine manière autonomes et qui prouvent que c'est durable, et avec les modèles qu'on apporte, on sait que ça fonctionne, et bien à ce moment-là, on peut dupliquer et on peut en arriver à quelque part, c'est un peu la loi du centième singe, amener un modèle qui va prouver tous les bénéfices qu'il apporte et puis changer plus globalement le système. Mais avant tout, ça part de soi. Ça doit venir de l'intérieur vers l'extérieur. Ok, merci Olivier. Il y a quelqu'un qui dit comment s'écrit le concept. Elle a posé plusieurs fois la question, donc je crois qu'elle tient à la réponse. Je pense que c'est le concept de holotropie. Holotropie, c'est holo, c'est H-O-L-O, c'est le holon. Et tropie, ça vient étymologiquement la transformation. Donc, c'est se transformer en tant que holon, se transformer vers le tout. Au lieu de entropie qui est on va se transformer vers le chaos, eh bien là, non, au contraire, on se reconnecte au tout, on se transforme vers le tout. Donc, H-O-L-O, T-R-O-P-I-E. Ok, merci. Alors, quelqu'un qui demande s'il y a un lien avec le Feng Shui. Le Feng Shui fait partie d'une architecture bienveillante qu'on va pouvoir mettre en place pour mettre en place une architecture consciente dans la maison en disant, OK, ma maison n'est pas équilibrée, je me sens mal, donc voilà. Ça, c'est un outil qui fait partie des architectures conscientes à mettre en place, à condition d'être conscient aussi de ce qu'il y a à faire. Donc voilà. Donc, l'idée d'architecture invisible, elle tourne aussi dans la posture de l'observateur, de commencer à comprendre qu'est-ce qui se passe et de mettre en place d'autres architectures à la place. Si on n'arrive pas à comprendre les architectures, on ne peut pas sortir des architectures. Si par exemple, on regarde aujourd'hui les systèmes des réseaux sociaux, ils ne sont pas… Quelle est la raison d'être d'un système social aujourd'hui, d'un réseau social aujourd'hui? La première raison d'être de celui qui l'a créé, c'est de gagner de l'argent. Elle n'est pas de se mettre au service, au fait, de ses usagers en disant, OK, on va les connecter les uns avec les autres. Si on regarde un petit peu aujourd'hui, on nous limite nos droits, on nous limite nos moyens d'expression, etc. Et ça, ce sont des architectures invisibles qui sont contrôlantes, qui sont limitantes dans le développement humain. Il y a des personnes qui pensent, par exemple, que le monde
doit s'arrêter de croître. C'est une architecture invisible qui est défendue par un système de certaines personnes en disant non, il y a trop de monde sur la planète, etc. Aujourd'hui, on sait qu'avec d'autres moyens de production au niveau agricole, on peut produire de la nourriture, non pas pour 12 milliards de personnes, mais on pourrait aller jusqu'à 40 milliards en intégrant les choses de manière complètement différente. Et il y a une perspective, par exemple, qu'on ne tient pas compte. C'est comme si notre monde était limité et fini. On n'a pas accès à l'espace aujourd'hui, mais qu'est-ce qui dit que demain, avec l'énergie libre, l'antigravité, on n'a pas accès? On a un système solaire qui regorge de planètes et notre humanité peut se développer. Qu'est-ce qui nous empêche de mettre une autre raison d'être en disant, plutôt que d'essayer de se limiter et de faire mourir des gens parce qu'on est trop, etc., de dire, OK, eh ben on va donner la chance à tout le monde de pouvoir se développer, de passer en expansion, etc., et de commencer à dire, OK, ben notre planète, ça ne sera plus notre planète, ça sera notre système solaire. C'est une perspective différente de ce qu'on nous propose. C'est un bocal différent de ce qu'on nous propose. Moi, je préfère nager dans l'océan que nager dans un bocal. Parce que notre bocal, finalement, il est placé dans l'océan. Hein. Donc, voilà, c'est à nous de dire, OK, qu'est-ce qui m'empêche qu'est-ce qui me limite? Si vous êtes dans votre propre maison, je vais prendre un exemple de qu'est-ce que c'est qui est lié. Oui, s'il te plaît, parce qu'il y a des gens qui disent, j'aimerais des exemples. Voilà, on va prendre un exemple. Vous devez repeindre votre maison et vous allez acheter de la peinture. Et en fait, cette peinture, donc vous regardez le prix, la qualité de la peinture, vous demandez des conseils à la personne qui s'occupe des peintures, vous rentrez, vous commencez à mettre la peinture, puis vous apercevez que la peinture, elle vous pique le nez, ça vous irrite la gorge, etc. Et au bout d'une semaine, 15 jours, ça disparaît un peu, etc. Et ça continue, et vous ne vous en rendez pas forcément compte. Mais cette peinture est en train de vous empoisonner pendant 1 an, 2 ans, 10 ans peut-être. Pourquoi? Parce qu'elle va se dégrader à la chaleur, à la lumière, et elle va émettre des substances chimiques qui ne sont pas très bonnes pour la santé. Donc, on subit quelque chose. Pourquoi? Parce que si on va voir l'entreprise de peinture qui fait la peinture, elle doit être sur un marché concurrentiel. Donc, elle doit produire de la peinture. Et le but de la peinture, c'est de mettre un mur en blanc. Mais il pourrait avoir d'autres buts et d'autres raisons d'être. Par exemple, celle de faire une peinture de qualité qui n'émet pas de produits chimiques. Mais elle est tenue par sa raison d'être principale, qui est celle de produire des bénéfices et d'avoir un bilan équilibré à la fin de l'année. Donc, cette pression qui est mise sur la société va conditionner tout ce qui va se passer dans la société. Donc, et tout est ainsi. Donc, notre maison, au lieu qu'elle soit bienveillante, eh ben, elle devient quelque chose qui nous empoisonne. On devient malade, on ne s'en rend pas compte. Il y a beaucoup de meubles aujourd'hui qu'on achète malheureusement qui ne sont plus naturels, qui produisent aussi ce genre d'émanations toxiques. Donc, voilà. Et par exemple, en France, les seuls endroits où c'est réglementé, ce sont dans les crèches publiques. Pourquoi? Parce qu'ils se sont aperçus à un moment donné que les meubles justement qui étaient en synthétique, où il y avait beaucoup de colle, de colle au formol, produisaient des substances qui rendaient les enfants très, très malades. Mais c'est le seul endroit où c'est réglementé, alors qu'on pourrait dire, OK, quelle est la raison d'être? Donc, si on commence à réfléchir et dire, OK, si on change la raison d'être de chaque entreprise et qu'elle n'est plus axée seulement sur le bénéfice à la fin de l'année, eh ben, on change la structure même de toute l'organisation sociale, de toute l'organisation financière dans la société. Ça veut dire qu'une société, une entreprise peut avoir d'autres postulats ou d'autres raisons d'être que celle de faire de bénéfices. Par exemple, offrir les meilleurs produits, offrir des produits qui sont bienveillants vis-à-vis des personnes et aussi, pourquoi pas, intégrer le bonheur. Si on change la manière de faire un bilan à la fin d'année dans une société, eh bien, à ce moment-là, on change les raisons d'être. Donc, ça veut dire que chaque personne qui va travailler dans l'entreprise va travailler non plus pour gagner de l'argent, mais elle va gagner aussi pour gagner aussi de la santé, de la qualité de vie, du bonheur, etc. Et c'est ça les architectures invisibles. Et tout est à repenser dans notre société
à travers ces architectures invisibles qui vont permettre petit à petit de nous construire ou de reconstruire une société complètement différente. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir mettre en place des objectifs tels que le bonheur, tels que, je veux dire, la santé, tels que l'équilibre. Est-ce qu'on a encore besoin de devenir milliardaire pour satisfaire son ego? Je ne pense pas. Donc, tout ça peut changer et rapidement. Pourquoi? Parce que si nous-mêmes nous intégrons en fait cette manière d'être et si nous commençons à nous reconnecter les uns aux autres, donc aujourd'hui on parle beaucoup de développement personnel et après je vais laisser parler Olivier. On parle beaucoup de développement personnel, mais on ne parle jamais de développement collectif. C'est vrai. À quoi ça sert de se développer personnellement si on sort de chez soi et qu'on tombe dans quelque chose qui n'est pas un développement collectif harmonieux? Voilà, et c'est pour ça que je laisse la parole à Olivier. Parce que mais attendez, vous êtes en lien avec Nicolas Golleret du projet de Grâce? Parce que vous ne connaissez pas? Non, je ne connais pas. Ah, tiens, parce qu'il dit des choses qui ressemblent beaucoup. Mais bon, ça doit être que vous savez que quand il y a une information et ça fait partie des architectures invisibles aussi, apparaît, plusieurs personnes la reçoivent. Voilà. Alors, oui, tu voulais dire quelque chose, Olivier? J'ai envie de dire que là, on parle de société, on parle d'entreprise, on pourrait avoir le sentiment que c'est quelque chose qui est extérieur à nous. Mais dans le livre, on a vraiment voulu justement que la personne déjà puisse retrouver une qualité qu'on n'a plus aujourd'hui de nos jours, c'est celle d'être réellement observatrice de ce qui se passe autour d'elle. Aujourd'hui, on est dans une forme de routine. J'aime bien prendre la comparaison. Là, je bois de l'eau. Si je bois un peu de manière routinière, boum, je fais ça, je refermais. Je n'ai même pas goûté le moment. Alors que si je suis observateur de toutes ces sensations, déjà, j'ai le poids de la bouteille, je l'ouvre, je sens le bouchon, je le mets sur mes lèvres. Je sens l'eau qui descend dans la gorge, etc. Là, je suis vraiment observateur de ce qui se passe en temps réel et je me remets dans le moment présent. Et ça, c'est une première partie importante, c'est de se remettre dans l'instant présent pour pouvoir réellement observer qu'est-ce qui se passe en moi, quel est mon état intérieur et puis aussi qu'est-ce qui se passe autour de moi. Et quand on se pose la question sur ce qui se passe autour de soi et qu'on essaye de comprendre un peu la logique des choses, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a des liens qui manquent. Tiens, comment ça se fait, je sais pas, on a une crise sanitaire, tiens, ben, comment ça se fait qu'on a eu, là, on pourrait parler des masques, de la chloroquine, etc. Comment ça se fait qu'il y a eu ces différentes points de vue qui se sont battus les uns les autres? Où est le lien manquant? Et en fait, la première chose à faire soi, c'est déjà de se mettre en observateur vraiment pour prendre conscience. Comme je dis toujours aussi, la prise de conscience, c'est un saut quantique. Il y a avant et il y a après. On ne reviendra jamais avant. Et donc, se mettre en observateur, observer, s'observer soi, s'observer dans son interaction avec l'environnement et observer l'environnement, essayer de comprendre les choses, c'est le premier pas qui va permettre ensuite tout d'un coup d'avoir une lucidité extraordinaire sur la réalité dans laquelle on est vraiment. On sort de cette routine où, effectivement, avec ces architectures de temps, on est toujours pressé, on doit toujours courir, on a toujours cette histoire d'argent, la fin du mois, etc., etc., pour, au contraire, revenir à soi, revenir profondément à soi. Et on a voulu, alors dans le livre, là, on a déjà des auto-questionnements pour que la personne puisse revenir à elle dans des situations qu'elle va vivre et qu'elle puisse déjà faire des liens et mieux comprendre ce qui se passe en elle et ce qui se passe dans cette réalité. On a voulu, quelque part, que ce soit cette transformation, encore une fois, de soi en tant que l'on vers le tout. Comment je me transforme en prenant en considération le tout et comment je vais apporter, contribuer quelque chose à quelque chose qui va me permettre de construire avec les autres, d'aller dans cette forme de développement collectif. Donc, c'est pas juste des sociétés existantes, c'est pas juste un système financier, etc., etc. Bien sûr, on peut tout de suite voir où ça cloche, j'ai envie de dire, où les raisons d'être sont bafouées, où les raisons d'être sont plus tournées vers l'argent que vers l'humanité. Mais tout part de soi. Et c'est important, et c'est vraiment ce qu'on a voulu faire dans ce livre, c'est montrer, faire comprendre et aussi comprendre comment on peut modifier ça pour vraiment aller dans une autre dynamique. Oui, ok. Voilà, ça me plaît, c'est beaucoup plus clair et je vois, en fait, vous êtes en train de nous proposer, moi je crois que c'est de sortir de tout un système, mais
c'est au-delà du système socio-économique. C'est tout, c'est le tout. Et je suis très d'accord avec vous que et parfois je me dis que la plupart des structures que nous avons créées sont des structures qui sont déshumanisées et qu'il faudra presque changer tout. Ne même pas les améliorer, c'est vraiment les changer parce que la base, la raison d'être de base est déjà faussée. Donc ça a faussé le reste. Alors, oui. Oui, le livre n'a pas vocation de donner des résolutions à tous les problèmes parce que les problèmes sont multiples. Ouais. Par contre, il a une vocation de donner des outils de compréhension pour que chacun puisse commencer à s'approprier son propre espace pour pouvoir commencer à dire, ben tiens, moi je suis dans quelle structure invisible, qu'est-ce qui conditionne ma vie, pourquoi je ne suis pas heureux, pourquoi est-ce que j'ai des problèmes, pourquoi est-ce que mon fils à l'école ne réussit pas, pourquoi est-ce que je ne gagne pas plus que ça, pourquoi ci, pourquoi là, etc., etc. Et à partir de là, quand on a commencé à se connecter un petit peu à ces structures invisibles qui nous rendent malades, qui nous conditionnent, pourquoi on n'est pas heureux, etc., eh ben, on va pouvoir commencer à agir sur ces structures invisibles et commencer à changer ces structures invisibles petit à petit autour de nous. Et puis, pourquoi pas commencer à se connecter aussi avec son voisin, et puis ses voisins, et puis dans le quartier, etc. Quand j'étais au Togo, j'ai beaucoup travaillé en Afrique. Quand je suis arrivé à Lomé, je suis arrivé dans une maison, dans un quartier, et à 4 heures du matin, je me suis réveillé parce que j'avais la fenêtre ouverte et je suffoquais. Et en fait, j'ai cru qu'il y avait le feu dans la maison. Mais pas du tout. Ils étaient en train de brûler les ordures devant ma fenêtre. Et je suis sorti. Bon, j'ai vu personne, évidemment, etc. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis allé trouver les gens du quartier, j'ai un peu observé, et en fait, ils brûlent les ordures pendant la nuit, donc je ne pouvais plus dormir la fenêtre ouverte. Et donc, je suis allé les voir, et je dis, mais il n'y a pas de, vous ne pouvez pas mettre les ordures quelque part? Ah ben non, on ne peut pas, etc. On a fait tout un travail, j'ai fait tout un travail avec les jeunes, je les ai motivés en disant, OK, on va rendre le quartier propre. Et en 3 mois, on avait rendu le quartier propre, et on a commencé à utiliser les espaces communs pour cultiver des tomates, des concombres, des poivrons, etc., avec les jeunes. C'est passé à la télévision togolaise. Et après, il y a eu d'autres quartiers qui ont eu, je vais dire, l'idée, et ils ont commencé à nettoyer les quartiers. Les jeunes ont pris ça en main. Voilà, par exemple, une manière aussi de changer les choses. Ça n'a rien coûté. Ça a coûté quoi? Ça a coûté tout simplement d'expliquer les choses, de dire, ben voilà, au lieu de brûler, etc. On est allé voir la mairie en disant, ben nous, il nous faut des containers. Donc, les containers n'existaient pas, ben, on a vu les menuisiers, ils ont fait des containers et puis ils venaient ramasser les ordures, etc. Donc, voilà par exemple une architecture ou plusieurs architectures invisibles qui conditionnaient les gens. Les gens, ils respiraient en fait du plastique brûlé, des saletés, etc. Et puis, on les a changés, tout simplement, avec un peu de bon sens et un peu d'imagination, tout simplement. Voilà. De bonne volonté. Des exemples, on pourrait en voir des milliers avec ce qui s'est passé, par exemple, dans les favelas au Brésil avec le Las Palmas. Je sais pas, Olivier peut peut-être expliquer ça, par exemple. C'est l'argent local, la monnaie locale, effectivement, où on avait des populations défavorisées. Et grâce à cette banque qui maintenant est devenue une banque importante au Brésil, on a pu recréer de l'activité au niveau de ces populations désœuvrées. On a pu recréer une économie qui s'est du coup transmise de favela en favela et qui a permis à tous ces peuples de retrouver une vie digne. Il y a plein d'exemples de ça. Okay. Il y a des tas d'idées. Donc, le livre, ce n'est pas de donner, je veux dire, les solutions. Le livre, c'est de donner les outils pour trouver les solutions ensemble. Donc, c'est ça. Qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Comment est-ce qu'on peut changer les choses? Comment est-ce que nous pouvons nous sortir des structures invisibles qui nous conditionnent? Aujourd'hui, on est plutôt dans une société qui est ethnocentrique. Ça veut dire qu'on est centré sur soi-même ou les gens qui sont proches de nous, la famille, les quelques amis, etc. Et il va falloir commencer à se tourner vers le monde. Pourquoi? Parce que si on n'arrive pas à se tourner vers le monde, eh ben, on ne va pas pouvoir changer le monde. On est tout le temps en train de réclamer quelque chose qu'on peut faire soi-même, c'est-à-dire commencer à changer autour de soi tous les postulats qui… Voilà.
Aujourd'hui, la structure pyramidale fonctionne, c'est-à-dire on attend d'une personne qu'elle change le destin de 65 millions. Ça n'existe plus, ça ne peut plus fonctionner. Il faut sortir de cette logique patriarcale, ou en tout cas les faux pères et les faux mères, les fausses mères, comme on apprend. Donc voilà. Et c'est ça aujourd'hui. Il y a une crise d'identité, il y a une crise au fait de conception de la société. On sent ça, mais on n'arrive pas à sortir de ça. Et justement, le livre sert à ça. Oui. Juste, mais je suis d'accord avec Olivier que d'abord, il faudra qu'on se rende compte qu'on est dans une architecture invisible. Ça, c'est toute la complication de la chose, parce que il y a encore des gens, et je crois que c'est une grande majorité de la population qui croit que c'est au président ou au gouvernement de trouver les solutions. Donc, la première chose, c'est déjà se rendre compte qu'on est dans une architecture invisible. Après la prise de conscience, et après les solutions arrivent. On est d'accord. Pardon, excuse-moi. On est d'accord. C'est les conditionnements qui font qu'on vit dans les architectures invisibles. Et au niveau de l'éducation, il y aurait beaucoup de choses à changer. Mais totalement. Je laisse Olivier parler. Mais et en même temps, c'est là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec Olivier sur le développement personnel, parce que le développement de soi, pas le développement personnel, parce que c'est le développement de soi, c'est la conscience en soi qui permet que ces changements puissent passer de moi à l'extérieur. Là, on est complètement d'accord, Anna. C'est parce que justement, cette prise de conscience, elle se fait en soi. Et c'est quand on prend conscience qu'on est beaucoup plus grand que le rôle qu'on imagine tenir dans une société avec tous ces conditionnements, etc., qu'à ce moment-là, on retrouve notre pouvoir personnel. Mais l'idée, c'est que ce pouvoir personnel, c'est pas juste un pouvoir personnel pour soi. C'est un pouvoir personnel qu'on met au service du collectif. Mais tout commence par soi. On est bien d'accord, Anna. Là, c'est vraiment apporter ce collectif au développement personnel. Sortir de la persona, pour aller au contraire vers un développement où on porte une intention du cœur de se tourner vers l'autre, de contribuer, d'apporter, de trouver ensemble des solutions, de construire ensemble un monde qui nous ressemble. Au contraire, mais j'ai envie de dire, à côté de ça, c'est quand on voit la crise du Covid, il y a peut-être déjà des gens qui prennent conscience qu'on ne peut plus attendre de cette personne en haut de la pyramide, ou de son équipe, ou de ses experts qui sont très forts pour manier des tableurs, mais qui n'ont pas forcément cette qualité d'aller observer sur le terrain réellement ce qui se passe. Et c'est parce que la personne est sur le terrain qu'elle a la véritable information. Et qui est-ce qui est sur le terrain? C'est nous. C'est nous tous. C'est nous tous qui sommes capables, en étant dans cette observation lucide et avec beaucoup de recul, de comprendre qu'est-ce qu'on peut changer pour justement transformer les choses autour de nous. Et c'est à ce moment-là que ça démarre. Et c'est à ce moment-là qu'on crée quelque chose. Et plus on va être nombreux à le faire, et plus ça va devenir quelque chose de global. On transforme à partir de soi, mais vers le tout. Sans révéler, je vais dire, le fil conducteur du livre, parce que je vois pas mal de questions qui passent, parce que les gens, en fait, ils disent, les architectures invisibles, c'est la société du contrôle, c'est les postulats du contrôle, etc. Pas forcément. C'est très à la mode en ce moment. C'est pas forcément. Mais bon, c'est bien, c'est les prises de conscience qui sont en train de se faire. Ouais. Si on regarde la classe, si on reprend l'exemple de la classe, pourquoi est-ce que les élèves qui sont derrière dans une classe ne sont pas les mêmes ou ne sont pas sur les mêmes pieds d'égalité que ceux qui sont devant? Tout simplement parce que l'architecture invisible de la classe ne permet pas de mettre tout le monde au même plan. Et pourtant, il y a des manières de faire, je ne vous le révélerai pas ici, mais il y a des manières de faire qui font qu'on peut vivre la classe d'une manière complètement différente, où tout le monde est sur le même pied d'égalité et où tout le monde participe dans la classe, etc. Donc voilà. Et on ne va pas en parler. Pourquoi? Parce que c'est important aussi que les lecteurs puissent aller dans le fil du livre. Le livre n'est pas un coup de baguette magique sur la société. Le livre est un révélateur de la puissance de ce que vous êtes en tant que Olon. C'est-à-dire, vous allez vous identifier non plus, je vais dire, à ce qui se trouve à l'extérieur, mais vous allez vous identifier à ce qui se trouve à l'intérieur en tant qu'être créateur de votre réalité. Et ça, c'est très important aussi de dire, OK, je me reconnais, donc je suis capable d'œuvrer, etc., avec les autres. Je suis capable d'œuvrer ensemble. On est capable d'œuvrer ensemble. On devient un Olon. On n'est plus quelqu'un qui subit tout le temps quelque chose.
Grand créateur. Pourquoi les architectures sont invisibles? Ben, tout simplement parce que nous les subissons. Sinon, elles deviennent visibles. Ok, on passe de victime à créateur. Exactement. Ok, bah, on va vers la fin, mes chers amis. C'était super intéressant. Wow, déjà. Ça passe vite. Il faut qu'on fasse la promo du livre alors. Bah, oui, on a encore quelques minutes. Qu'est-ce que vous voulez dire pour clôturer ce livre s'appelle « Ces architectures invisibles qui nous gouvernent ». Il a été auto-édité en plus pour sortir justement aussi des architectures invisibles, hein, parce que en fait, j'ai pas mal de livres édités par des éditeurs que je respecte énormément, mais là, on a une architecture invisible de temps. On sort d'une crise importante, majeure, et passer par un éditeur, c'était 1 an avant de pouvoir être chez les libraires. Et donc, on avait vraiment ce besoin d'apparaître rapidement, et on a préféré l'auto-éditer, effectivement. Donc, ça veut dire prendre le risque de devoir en parler nous-mêmes, de devoir faire tout ce travail. Mais en même temps, j'ai envie de dire que Marc et moi, c'est notre passion, c'est notre raison d'être. Moi, je ne me vois pas faire autre chose que ce que je fais en ce moment à travers ce livre. Et donc, c'est naturel d'y aller comme ça. Donc oui, il n'y a aucune question, aucun doute. On avance et on y va. Et pour les lecteurs qui auraient envie de trouver facilement notre site, c'est simple, on a fait une URL simplifiée, c'est livre-du-6 AI.com. AI comme architecture invisible. Donc livre-architecture AI, donc .com. Livre-AI.com. Et donc là, vous avez… Oui. Ce que je proposerais, sur notre site, il y a aussi pas mal d'informations. Il y a déjà il y a des formations qui sont mises en place. Il y a 3 volets de formation. On va aller aussi vers les formations d'accompagnateurs. Donc, pourquoi? Parce que ça demande aussi, je veux dire, de rentrer dedans, etc. Mais ce que je proposerais, Anna, si tu veux, tu nous invites quand tu veux, on revient et on anime une soirée atelier avec les personnes. Et là, on va aller un peu plus loin que 45 minutes, c'est peu pour refaire le monde. Et malheureusement mais il y a un début. Hein. Il y a une chose qu'on n'a peut-être pas dit suffisamment, c'est qu'on touche tous les domaines de la vie. Ouais. C'est l'éducation, la famille, l'aliment, l'agriculture, la gouvernance, tous les domaines de la vie sont concernés par ce livre. Au niveau de la gouvernance, par exemple, quand on parle de cercle, c'est une gouvernance de type holacratique. Vous connaissez peut-être pas, un certain nombre de personnes ne connaissent pas, mais c'est partir de ce système de pyramide, enlever ça pour qu'on ait au contraire des cercles qui ont chacun une raison d'être et qui ont chacun des compétences. Donc ça veut dire que dans ce système qu'on souhaite mettre en place, chaque personne est à sa place et va pouvoir vraiment exercer ses propres compétences et avoir toute l'autonomie aussi pour agir, pour prendre des décisions, pour se sentir impliqué, c'est important aussi. Donc, c'est vraiment tous les domaines qui sont concernés, tous les domaines, santé, tout ce qu'on peut imaginer, finance, ça concerne tous les domaines. C'est pour ça que c'est vraiment une révolution, mais une révolution pacifique et constructive qui peut se générer, qu'on est en train en tout cas de vouloir déclencher, de mettre en place à travers ce livre. Sinon, vous tapez ces architectures invisibles qui nous gouvernent sur Internet, parce que je vois qu'il y a une personne qui dit que le site livre AI-AI.com est introuvable. Je peux vous dire que ça marche. Oui, ça marche. Le lien pour le mettre sur la vidéo. Alors, super. Amis, le temps est arrivé, bon, même si c'est une architecture invisible et que Marc quand même, on habite encore dedans. Et donc, voilà, on est arrivé à la fin de cette architecture aujourd'hui. Mais en tout cas, merci déjà pour cette information que je trouve très précieuse, hein, qui donne une véritable solution. Mais si vous dites qu'il n'y a pas de solution, je trouve que déjà la prise de conscience, ça crée un chemin qui va vers la solution. Oui, la solution, c'est à travers, au contraire, cette nouvelle posture par rapport à notre réalité. C'est nous qui créons les solutions, mais la solution, c'est justement comment on va adopter cette posture et comment on va pouvoir avancer.
Le livre est vraiment un outil guide qui va nous permettre de mettre en place les bonnes questions, les bonnes postures, la manière de rentrer dans la conscience et de commencer à voir et à observer tout ce qui se passe dans notre société, etc. Donc, voilà. Et Dieu sait qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'architecture invisible qui nous conditionne. Beaucoup, énormément. Alors, mes chers amis, ça s'appelle « Ces architectures invisibles qui nous gouvernent ». C'est Autorité, écrit par Olivier Masselot et Marc Boucher de Lignon. Et vous le trouverez sur un site web qui s'appelle Ces architectures invisibles qui nous gouvernent, ou livre-ai.com. Voilà, livre-ai.com. Voilà. Si vous tapez architecture invisible, que ce soit sur YouTube ou sur Google, voilà, il n'y a pas beaucoup de personnes qui parlent de ça. Ouais. Donc, je vous dis à tous déjà, aidez-nous à faire encore plus viral cet échange en cliquant sur j'aime, partagez cette information et on se retrouve la semaine prochaine, mardi, ça va être mardi la semaine prochaine pour un dernier live du mois de juin. Je ne sais pas comment ça va se passer l'été, je vous dirai peut-être mardi. Et c'était comme à chaque fois un plaisir. Merci beaucoup à vous deux. Et merci Anna. Merci Anna. On est très honorés de ton accueil et de ta belle présence. Tu es absolument radieuse. Merci. Wow. Bon, je vous dis à très très bientôt. À bientôt Anna. Merci. Ciao, ciao.